Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, la violence des mineurs nous choque et à raison. Elle brise des vies, elle donne surtout le sentiment d'un échec collectif à l'égard de la jeunesse. Et chaque drame ajoute à ce sentiment d'échec. Mais la responsabilité, c'est aussi d'appréhender cette question avec un minimum de rigueur et de distanciation par rapport à l'émotion que provoquent ces drames. Pour cela, j'aimerais rappeler quelques éléments factuels. Selon les chiffres du ministère de la Justice, en 2022, les affaires relatives à la délinquance des mineurs traitées par les parquets ont mis en cause 168 900 mineurs contre 198 000 en 2021. Mais il est vrai, car l'honnêteté intellectuelle est importante, que cette délinquance se rajeunit et qu'elle est plus violente. C'est cela qui doit nous interroger. De même, le taux de réponse pénale à leur égard est de plus de 90%. Cette réponse intervient de manière plus systématique, mais aussi plus vite que pour les majeurs, et monsieur le garde des Sceaux l'a souligné tout à l'heure. 816 mineurs étaient incarcérés au 1er octobre 2024 contre 214 en janvier 2023. Et c'est sans doute là l'apport récent du CJPM mis en œuvre depuis 2021 qui a apporté des améliorations en refondant la procédure autour d'une double audience, l'audience de culpabilité, ce qui est bien une manière de reconnaître la faute et qui permet d'acter quelque part la responsabilité, puis l'audience de sanction et entre les deux, dans un temps contraint, une phase de mise en place d'un travail éducatif qu'on pourrait presque qualifier d'une forme de séquence de probation. Et chers collègues, si nous supprimions ce processus, eh bien, il n'y aurait pas probation et on serait complètement à contre-phase de ce qu'est la justice des mineurs. Et il ne faut pas oublier que le Code des mineurs va plus loin, puisqu'il permet de sanctionner les parents qui ne se présenteraient pas aux audiences, il permet de ne pas appliquer de façon systématique le principe d'atténuation de la peine pour les plus de 16 ans, et il permet de juger plus vite les mineurs de plus de 16 ans multi-réitérants par la procédure d'audience unique, qui est quelque part une comparution immédiate, mais qui n'en porte pas le nom. Alors, pourquoi vouloir créer quelque chose qui existe et laissons le temps au Code de donner les résultats? D'ailleurs, la procédure de jugement unique devait être l'exception, et quand on regarde, il représente en fait quasiment un tiers des affaires poursuivables. Donc, ça fonctionne. Et le CJPM n'est pas un havre de permissivité et d'impunité pour les mineurs délinquants. Il est donc d'autant plus étonnant de voir arriver cette PPL intitulée « Restaurer l'autorité de la justice », qui voudrait dire que la justice n'a pas d'autorité, et qui vise un durcissement des sanctions pénales à l'égard des jeunes et une accentuation de la responsabilité des parents. Ceci, et ça a été rappelé, au détriment des principes constitutionnels de la justice des mineurs et des principes internationaux, atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l'âge, primauté de l'éducatif sur le répressif et spécialisation de la justice des mineurs. Le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale nous proposait au contraire d'aggraver les sanctions autour de 3 points qui sont des lignes rouges en matière de justice des mineurs. Comparution immédiate, proscrite par le Conseil constitutionnel en 2011, inversion du principe de l'atténuation des peines pour les mineurs de plus de 16 ans, qui deviendrait l'exception, mesure qui pose aussi une question constitutionnelle au regard du principe de proportionnalité et aggravation des sanctions envers les parents. Ce texte relevait plus, et certains l'ont souligné, de la réaction à une actualité
que de la volonté de corriger les faiblesses structurelles de la justice des mineurs, à savoir l'inapplication des peines prononcées par le juge, le manque d'éducateurs et la saturation des lieux d'accueil et de la protection de la jeunesse. Et en tant que rapporteur au Sénat du budget de la protection judiciaire de la jeunesse, je voudrais rappeler le manque cruel de ressources: un juge pour enfant pour 400 enfants en France, 650 places en milieu fermé et 4 200 mesures en attente d'application. Sincèrement, pensez-vous qu'un mineur ne va pas passer à l'acte s'il encourt 4 ans au lieu de 3 ans ? Sincèrement, pensez-vous que des parents démunis face à leurs enfants vont mieux tenir leurs enfants s'ils encourent 3 ans de prison et 45 000 € d'amende au lieu de 2 ans et 35 000 €? Très sincèrement, le problème n'est-il pas ailleurs? Plutôt que d'adopter des mesures contestables et potentiellement inconstitutionnelles, ne devrions pas nous concentrer sur l'exécution des peines et le renforcement de notre institution judiciaire? On ne peut pas dire qu'il faut prioriser l'éducatif et puis ne faire que du répressif. C'est pourquoi, sans être totalement en phase avec la philosophie générale du texte, nous avons souscrit aux modifications effectuées par la commission. Mais, chers collègues, nous sommes inquiets au regard des amendements déposés pour la séance, comme au regard des débats que nous avons eus en commission. Le débat en commission et les amendements déposés nous interrogent sur une dérive, une petite musique inquiétante qui se répète au Sénat depuis quelques semaines. Comme lors de discussions d'autres textes, je pense à celui sur les allocations familiales conditionnelles, ou même, dans un tout autre domaine, sur le plan Ferme France. Une stratégie inquiétante se met insidieusement en place: se revendiquer d'une opinion publique pour faire voter des mesures manifestement inconstitutionnelles, attendre que ces mesures soient légitimement retoquées, puis accuser le Conseil constitutionnel de bloquer la volonté des Français. Comme si l'argument de la constitutionnalité n'était plus un argument, comme si l'État de droit n'était plus incontournable. Monsieur le ministre, vous l'avez constaté lors de l'examen sur la PPL narcotrafic du binôme Étienne Blanc et Jérôme Durain, nous avons su être constructifs et positifs et responsables, et vous nous trouverez au rendez-vous chaque fois que vous nous le demanderez. Mais par contre, nous refusons d'opposer responsabilité et fermeté d'un côté, accompagnement et prévention de l'autre, et vous l'avez vous-même dit, il faut les deux éléments, répression et éducation. Ce qui est irresponsable, en revanche, c'est d'entraîner le Parlement dans une forme, je le dis, de trumpisme législatif, où l'on fabrique des textes pour l'affichage et où l'on teste la solidité du Conseil constitutionnel, à charge pour lui de souffrir la vindicte de l'opinion. Le critiquer sera d'autant plus facile. Pour notre part, nous nous efforcerons d'agir avec responsabilité et avec tout l'égard dû à nos institutions et à notre État de droit, en essayant d'appliquer une devise qui, pour moi, est une devise fondamentale dans mon exercice de parlementaire: rigueur scientifique, honnêteté intellectuelle.